nous accueillons ce soir François Dalle du SICAVAC et Guillaume Père de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire pour parler des techniques curatives pour lutter contre les maladies du bois. Vous n'avez pas vos micros activés. Si vous souhaitez interagir avec nos intervenants, il faut poser des questions via le module de questions que vous avez dans le panneau de configuration GoToWebinar. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails si vous préférez et sachez que tout ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur notre site internet du plan dépérissement. Vous retrouverez la vidéo en ligne dès demain. Sans plus attendre, je vais laisser François commencer sa présentation et nous parler du coup des techniques curatives pour lutter contre les maladies du bois. Bonne écoute. J'ai oublié de vous préciser, il y a 30 minutes à peu près de présentation qui sont prévues et ensuite 30 minutes d'échange et de questions à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. À très bientôt. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Nous allons essayer avec Guillaume de vous présenter quelques techniques, plus des techniques curatives par rapport aux maladies du bois. Donc, il y a déjà eu un autre webinaire sur tout ce qui était préventif, la taille essentiellement. Et là, on va vous parler de techniques qui sont envisageables pour lutter contre les pieds déjà atteints de maladies du bois ou juste avant que ces maladies arrivent. Donc, je vais vous présenter tout ça et puis Guillaume complétera par son expérience et quelques remarques pertinentes. Bonsoir. Donc, pour commencer, dans ces techniques, il y a différentes techniques dont on veut vous parler. On va les prendre dans un certain ordre qui n'est pas choisi au hasard. Les premières techniques dont on va vous parler sont celles qu'on considère comme étant les plus simples, les plus rapides à mettre en place, les moins chères. Et on va aller jusqu'aux techniques les plus complexes. Donc, on part au départ d'un constat, c'est que vous avez certains pieds, tels que celui-ci, qui sont des pieds très abîmés, très touchés par les maladies du bois. On a beaucoup de bois mort, beaucoup de bois nécrosé. On se rend compte souvent que la base du cep est un peu plus saine et surtout le porte-greffe, lui, reste encore plus sain que le greffon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma flèche qui est présente. Guillaume, si tu peux m'indiquer si on voit la flèche. Oui. Oui, bon, ok. Donc, la flèche, là, indique vraiment la limite entre le greffon et le porte-greffe. Et on voit que le porte-greffe est beaucoup plus sain que le greffon. Au niveau du porte-greffe, ici, il y a un nœud. Et on voit qu'entre le point de greffe et le nœud, on peut parfois avoir des nécroses, mais que sous le nœud, souvent, c'est parfaitement sain. La partie noire qu'on voit au milieu, c'est la moelle de départ du greffon. Deuxième pied avec un peu le même constat. Et vous pouvez vous amuser à couper des pieds, vous aurez toujours le même constat. Le point de greffe est à peu près au niveau de la flèche. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bois mort dans le cep, mais le porte-greffe lui reste sain. Alors sur ce deuxième pied, celui de droite, on s'aperçoit également à la base qu'il y a un rejet, un petit rejet hein, qui est pas très vigoureux, mais ça signifie qu'il y a possibilité d'avoir d'autres rejets à cet endroit-là. Alors qu'en haut, il y a des gros blocages qu'on ne va pas détailler ici puisqu'on n'est pas là pour parler de taille, mais des gros blocages, des gros enfermements d'écorce, des grosses inversions de flux de sel qui ont été faites et beaucoup de bois mort. Tout ça, c'est irréversible. On ne peut pas revenir sous ces points de nécrose, sous ces erreurs. Par contre, on peut éventuellement reformer ce pied en repartant de cette branche qui est à la base pour repartir sur un pied sain. Et donc cette technique de repartir d'en bas avec un nouveau greffon s'appelle le recépage. Et ce recépage, il peut être intéressant de le pratiquer en préventif. Quand je dis en préventif, c'est-à-dire avant que les symptômes d'ESCA n'apparaissent. Alors, plutôt que de raisonner pied à pied, cette technique, pour moi, doit être raisonnée par vigne. Dès que vous avez une vigne de 8, 9, 10 ans, vous commencez à avoir quelques pieds d'esca, et chaque année de plus en plus. Vous savez que c'est des vignes qui, dans les années à venir, vont avoir énormément de soucis d'esca. Il est fort probable que l'ensemble des pieds aient des nécroses et des zones à problème. Dans ce cas-là, le fait de pouvoir recéper est favorable pour la parcelle. Au contraire, quand vous avez des parcelles qui ont 15 ans et où il n'y a quasiment pas d'esca, on peut se dire que la parcelle a peu de problèmes, et dans ce cas-là, il y a peu d'intérêt de la recéper. Si vous décidez de recéper, dans ce cas-là, il faut envisager de recéper tous les ceps de la parcelle. Et pour ça, il faut qu'à l'ébourgeonnage, on garde les branches à la base, et après qu'on utilise ces branches, donc soit qu'on les palisse idéalement, qu'on les attache pour qu'elles soient bien droites, puis on les utilise pour reformer le pied.
Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est de ne pas se précipiter, de ne pas aller trop vite, mais d'attendre que cette branche à la base ait suffisamment grossi pour être capable d'aller chercher l'ensemble de la sève sur toute la périphérie du pied. Et la règle souvent qu'on vous indique dans ce cas-là, c'est que cette nouvelle branche, à sa base, doit faire au moins le tiers du diamètre du tronc principal. Ça veut dire qu'en 2, 3 ou 4 années, on va réussir à atteindre ce rapport de diamètre, un tiers du diamètre du tronc principal. Et un exemple, par exemple, c'est première année, le gourmand qui a poussé à la base va être taillé à courson. Et on continue à faire une taille normale plus haut, cordon, gobelet, peu importe, hein, guyot. Si c'est un guyot, on va laisser une baguette. La deuxième année, on va juste, comme le schéma en haut à droite, faire une montée au fil et garder 2, 3 ou 4 yeux bien placés pour former les futurs bras. Et on va garder plus haut, sur l'ancien tronc, une demi-baguette, par exemple, pour maintenir équilibrer la récolte. Et en général, en troisième année, comme le schéma en bas à gauche, on va avoir un rapport de diamètre qui sera bon. On va pouvoir éliminer l'ancien tronc et former le nouveau pied avec la partie en bas. Si jamais le rapport de diamètre n'est toujours pas bon à ce moment-là, il est totalement envisageable de former le nouveau pied en bas et de garder encore un courson une année de plus sur le vieux cep afin d'attendre que vraiment la base est suffisamment grossie et fasse le tiers du diamètre. Une fois que ce rapport est bon et qu'on décide d'enlever l'ancien tronc, il va falloir le couper, comme le trait rouge en bas à gauche. C'est une coupe assez traumatisante, hein, malheureusement. C'est pour ça que cette technique ne doit être utilisée que si elle est nécessaire. Et si on n'a pas besoin, il ne faut pas le faire. Ça va générer un volume de bois mort dans l'ensemble du vieux tronc qu'on a abandonné. Ce volume de bois mort sur certains cépages ne va pas poser de problème. Par contre, sur tous les cépages sensibles aux maladies du bois, souvent, ça va générer un volume de bois mort qui engendrera de l'amadou. Et il est souvent nécessaire, 3, 4, 5 années après le recépage, de faire un curtage. Donc de couper la vieille coque et éventuellement de la nettoyer s'il y a de l'amadou à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la technique de recépage qu'on fait beaucoup pratiquer. Pour moi, c'est la première chose à mettre en œuvre parce que c'est rapide, c'est efficace. Ça prend un peu de temps, hein, mais beaucoup moins que d'arracher un pied. On préserve le système racinaire et en général, quand on met ça en œuvre sur une parcelle à problème, on arrive à vraiment ralentir fortement les problèmes. On est souvent tenté de recéper très vite. Et ce que dit François est très important sur le rapport de diamètre à respecter, hein, minimum du tiers. Et c'est vrai qu'en tendance, quand on recèpe et qu'on a un courson qui nous a fait, à partir d'un gourmand, souvent un joli rameau, on a tendance à vite vouloir rajeunir notre cep, mais c'est vraiment important d'attendre, de consolider cet empattement à la base. Complètement. Alors une autre technique qui est un peu dans le même esprit est une technique qu'on appelle le recépage forcé. Ce recépage forcé, en fait, c'est un peu un kit ou double à partir du moment où le pied exprime de l'esca. On n'a pas le temps de faire un recépage comme on vient d'expliquer, qui prend 2, 3, 4 ans. Si le pied a déjà de l'esca, l'intérieur du tronc est contaminé et les 3-4 années qu'on va prendre risquent de faire mourir le pied. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre. Et là, il y a une technique qui est donc plus radicale, mais qui, dans certains cas, fonctionne très bien. On va couper le pied sous la tête de souche, comme sur le trait rouge hein, de la photo que vous voyez. Cette coupe va être faite pendant l'hiver. Donc, vous repérez le pied au moment des symptômes, comme vous voulez. Hein, vous mettez une marque. Sur la photo que vous avez ici, le vigneron a coupé les sarments, les coursons. Donc, pendant l'hiver, on voit que ce pied-là est sacrifié et on va le décapiter sous la tête de souche. Ne le décapitez pas l'été parce que ça risque de redémarrer en fin d'été et c'est des solutions qui vont ne pas finir leur cycle et donc être perdues pour le printemps suivant. Donc attendez l'hiver pour décapiter et on décapite de manière à avoir un petit tronc comme ça qui fait 20-30 cm de hauteur. Et ce tronc, on va le protéger. Donc là, sur la photo de droite, vous avez un manchon en plastique hein, qui recouvre le tronc. On n'est bien sûr pas obligé d'utiliser un système de genre là. L'avantage du manchon, c'est qu'il va quand même bien protéger les futurs rejets, parce que l'objectif, c'est que ça fasse des rejets à la base du tronc. Donc ce manchon va bien les protéger. Et il a un deuxième gros intérêt, c'est qu'il va les forcer à pousser bien droit. Alors, quand c'est décapité pendant l'hiver, au printemps suivant, on voit sortir de ces manchons des gourmands.
Et là, on est déjà à l'automne suivant, avec des gourmands qui ont outé. Si on enlève le manchon, on voit qu'il y a un certain nombre de gourmands. Alors parfois, il n'y en a qu'un, parfois, il y en a de chaque côté, comme sur cette photo. C'est très variable d'un pied à l'autre. Et l'avantage, quand ça a bien marché, c'est qu'on peut directement, alors soit garder les deux côtés quand on a sur cette photo du milieu, soit ne garder qu'un seul côté quand il n'y a qu'un seul rejet, soit décider de ne garder qu'un seul côté pour former un tronc plus haut. Ça, vous le faites comme vous le souhaitez. Et on a donc sur la photo de droite un pied qui a été recépé avec cette technique-là déjà il y a 3 ans, 4 ans. Donc cette technique, quand elle marche, elle est très simple à mettre en œuvre et très efficace. Et l'avantage, c'est qu'on garde le système racinaire du vieux pied, encore une fois. On perd juste une année de récolte. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors, sur les photos, vous voyez que c'est une vigne qui a beaucoup de vigueur. Plus il y a de vigueur, mieux ça marche. Sur une vigne très chétive, ça marchera beaucoup moins bien, parce que les rejets vont être plus difficiles. Plus la vigne est jeune, mieux ça marche, parce que la clé pour que cette technique marche, c'est qu'il faut qu'il reste des yeux vivants à la base du tronc. Donc, les vignes où il y a encore de l'ébourgeonnage à faire au pied au printemps, en général, ça marche bien. Si vous faites ça sur une vigne de 25 ans qui a été très bien ébourgeonnée toute sa jeunesse, en général, il n'y a plus d'yeux vivants à la base et cette technique ne marche pas. Ce qui fait que vous décapitez, rien ne repousse et vous vous retrouvez juste avec une coque morte. Donc, plus la vigne est jeune, mieux ça marche. Ça marche très bien sur certains cépages tels que le Gewürztraminer, le Pinot Gris, le Chenin, le Grenache, tous les cépages qui ont tendance à beaucoup rejeter, le Gamay, tous ces cépages qui rejettent beaucoup de la base facilement, bah, cette technique marchera d'autant mieux. Les cépages qui rejettent beaucoup moins bien, ça va être plus compliqué, hein, ça marchera moins bien sur une Syrah par exemple ou sur un Riesling. L'important pour estimer si cette technique risque de marcher ou pas chez vous, bah, c'est d'essayer. Donc moi, je vous conseille de prendre 20, 30, 40 pieds, vous les décapitez comme ça. Si ça marche sur 60, 70, 80% des pieds, bah, c'est jackpot. Si ça marche sur 95% des pieds, ce qui est le cas hein, dans la vigne sur laquelle vous voyez les photos, et bah, c'est super. Si ça marche sur 10% des pieds, la technique est moins intéressante. Et plus la vigne est jeune, plus elle est vigoureuse, moins vous avez été strict dans les ébourgeonnages des premières années, plus il y a de chances que ça marche. Alors, malgré tout, quand la technique a été utilisée et n'a pas fonctionné, vous vous retrouvez donc avec un vieux tronc tout mort, où il ne se passe plus rien. Ben, le porte-greffe, lui, va rester vivant encore plusieurs années. Et on pourra utiliser cette technique et sur les pieds où elle a échoué, faire par la suite un regreffage, qui est une technique dont on va parler dans une dizaine de minutes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Guillaume? Il faut que tu ouvres ton micro. L'important, c'est vraiment de recréer un cep à la base. On va effacer vraiment tout l'historique des nécroses. Et c'est vrai, comme dit François, il faut bien l'anticiper. On l'a vu, la variable vigueur est vraiment importante des parcelles pas assez vigoureuses. Ça va être vraiment risqué d'effectuer cette méthode. Dès qu'on commence à avoir une vigueur intéressante la variable âge est importante, on se rend compte, nous, sur le terrain, qu'après 10 ans, ça devient vraiment difficile d'aller sur cette méthode. Et je te rejoins complètement. Enfin, là c'est le témoignage bourguignon. Voilà, quand on décapite des ceps entre 5 et 8 ans, on a quand même des bons résultats. Oui, après sur des vignes vigoureuses jusqu'à 12, 14 ans. Après, encore une fois, comme je disais, selon le cépage, sur un grenage de 20 ans, souvent ça marche. Mais effectivement, des vignerons qui travaillent très 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 bien, qui font un ébourgeonnage très soigné les premières années, à partir de 10 ans, ça décline. Et plus la vigne est âgée, moins ça marche. Voilà, donc on a commencé par ces deux techniques de recépage forcé, qui sont des techniques qui ont l'avantage de ne pas demander de technicité. N'importe quelle personne est capable de le faire. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'organisation, mais pas du tout de technicité. La troisième technique qui est pertinente, qui est intéressante et qui doit être essayée dans certaines configurations, c'est le curetage. Le curetage, le principe, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent au moins les grands principes, parce que c'est une technique qui maintenant commence à être bien connue.
qu'un vigneron près de Sancerre a commencé à développer dans les années 2005 à peu près. On a démarré, nous, les essais en 2010 ou 2008. Mais bon, c'est une technique sur laquelle on commence à avoir pas mal de recul. Le principe, c'est que quand un pied exprime des symptômes lents de maladie du bois, ces symptômes sont clairement liés à l'amadou, à l'espèce d'éponge qui est à l'intérieur du bois. Le principe, c'est d'aller éliminer cet amadou comme un dentiste va curer une carie. Pour ça, on va ouvrir le cep et aller éliminer cet amadou. Et cette technique se fera pour moi en deux phases. Une première phase où on va ouvrir le cep et une deuxième phase où on va gratter pour éliminer l'amadou qu'on a mis à jour. La première phase, la phase d'ouverture, est très importante parce que si vous le faites mal, trop brutalement, vous pouvez être très mutilant, très blessant. À l'inverse, et c'est souvent le cas, si vous n'osez pas rentrer dans le pied, si vous n'osez pas ouvrir suffisamment large, vous allez mettre 20 minutes par pied. Le but, c'est de passer 3, 4, 5 minutes maximum par pied, pas plus. Et le temps que vous allez gagner, c'est dans cette phase d'ouverture. Donc, si vous avez déjà essayé cette technique et que vous la trouvez beaucoup trop longue, c'est peut-être le point à bien retravailler. Essayez d'aller ouvrir le pied correctement. Alors, on va en reparler dans une minute. Avant cela, c'est une technique qui marche très bien sur Guyot, qui est assez facile à mettre en œuvre sur Guyot, qui est plus complexe sur gobelet, encore plus complexe sur des gobelets palissés, et qui est très complexe, je ne vais pas dire impossible, puisque c'est possible, mais très complexe et qui est techniquement plus qu'au-delà de la limite pour moi sur cordon. En cordon, il faut nettoyer tout le tronc, tous les bras, toutes les chandelles. Ça demande beaucoup de travail. Souvent, il y a beaucoup d'inversions sur les chandelles, donc on a du mal à bien nettoyer ça correctement. Donc, sur le cordon, c'est pas forcément une technique que moi je recommanderais. Par contre, sur Guyot, c'est très simple. Sur toutes les tailles champenoises, c'est très simple. De même que les techniques précédentes, il y a des cépages pour lesquels ça marchera beaucoup mieux que d'autres. Et pour schématiser, pour être simple, plus le cépage est sensible aux maladies du bois, mieux ça marche. Sur les cépages très résistants, en général, quand le pied exprime, il est déjà presque trop tard. Il y a des cépages, comme le chardonnay par exemple, en Bourgogne, qui, lorsqu'il exprime, sur certaines parcelles, exprime des formes lentes, mais sur d'autres parcelles, c'est majoritairement des formes apoplectiques, des formes brutales. Et sur ces formes brutales, la technique marche moins bien, ou alors elle doit vraiment être faite en préventif. Sachant que le curetage peut être fait toute l'année, mais plus il est fait proche des symptômes, plus on arrive à sauver le pied. Donc idéalement, quand on peut le faire l'été, juste au moment où les symptômes arrivent, c'est l'idéal. Sur les symptômes lents, sur les pieds très sensibles comme le Sauvignon chez nous, qui exprime des symptômes lents, c'est une technique qui peut facilement être utilisée tout l'hiver. On a simplement à marquer les pieds à l'automne, avant la chute des feuilles, et après on a tout l'hiver pour les cureter. Alors si on revient sur les principes du curetage, vous voyez le pied devant vous, on a, je vais juste déplacer ma caméra que je vois mieux le pied. Hop, donc voilà, vous voyez ma flèche, ici vous voyez la limite, je dessine avec ma flèche la limite entre le bois mort et le bois vivant. Tout ce qui est au-dessus de la flèche est mort, tout ce qui est en dessous est vivant. Et ça vous le voyez par rapport à la couleur de l'écorce. Tout ce qui est au-dessus de la flèche a une couleur un peu grisâtre, tout ce qui est en dessous de la flèche a une couleur marron clair. Donc, quand on va cureter un pied, on va nettoyer un peu l'écorce pour trouver cette limite. De l'autre côté, on a une limite où on voit, en gros, tout ce que j'entoure avec la flèche, tout ça, c'est complètement mort. Donc, toute cette zone-là est morte. On va rentrer par cette zone-là. Et plus que regarder la partie morte, l'essentiel pour moi, c'est de regarder où est la partie vivante. Et on voit que la partie vivante était sous ma flèche, passe sur le dessous du pied et revient de l'autre côté. Et l'objectif, c'est d'essayer de toucher le moins possible l'ensemble de ces flux vivants. Donc, on va aller, avec une tronçonneuse, mettre 2 coups de tronçonneuse pour décrocher un morceau qui va être une espèce de part de camembert, si vous voulez. Faut bien donner les 2 coups de tronçonneuse pour qu'ils aillent l'un vers l'autre pour décrocher facilement ce morceau. Et vous voyez sur la photo à droite, une fois qu'on a mis les 2 coups de tronçonneuse, ça donne ça. Vu de plus près, c'est la même chose, mais zoomé. Vous voyez toute la partie qui est un peu orange ici au milieu, c'est l'amadou. Et notamment, vous voyez qu'il y a une petite zone d'amadou en haut à droite. Et cette zone d'amadou en haut à droite, il faut être très vigilant parce que ça peut être un filet qui remonte le long du pied très haut.
Et il ne faut absolument pas la négliger, parce que si vous l'oubliez, vous pouvez des fois oublier une grosse zone d'amadou dans toute la tête du pied, et vous retrouver avec un pied qui réexprime l'année suivante, parce qu'on a oublié la zone principale d'amadou. Une fois cureté, ça donne quelque chose comme ça. Alors c'est souvent assez spectaculaire, hein. On peut voir que on voit le sol à travers ici, hein, il y a un trou, parce qu'il y avait une grosse plaie de taille de l'autre côté qui rejoignait la zone nécrosée, qu'il fallait absolument aller nettoyer, et on voit qu'on a éliminé tout l'amadou. Alors malheureusement, on a mis à jour beaucoup de bois vivant, mais ce bois vivant que vous voyez, c'est du bois vivant à l'intérieur du cep. Or, la sève circule dans toute la périphérie, à la limite de l'écorce, sous les quelques millimètres sous l'écorce. Donc tout ce bois vivant que vous voyez à jour, ce n'est pas le bois le plus fonctionnel. L'important, c'est d'essayer de toucher le moins possible de zones. C'est pour ça qu'on va mettre 2 coups de tronçonneuse, comme on a vu avec les 2 traits rouges sur la première photo. Et après, on va gratter de l'intérieur en essayant de ne pas aller gratter les côtés. Parce que des coups de tronçonneuse sur les côtés vont carrément aller détruire des flux de sève importants. Ce pied-là, c'est un pied qui avait 2 bras. Un bras qui va derrière l'écran, un bras qui vient vers vous, vers l'écran. Le bras qui vient vers vous était mort. Il a été éliminé. Je l'ai coupé pour évaluer ce pied-là. Et là, on pouvait facilement observer une zone d'amadou, un beau rond. Et ce rond, c'est une évidence que c'est tout le cœur jusqu'au point de greffe qui est pris. Avec l'habitude, avec un peu de recul, on visualise ça tout de suite. Et donc, plutôt que commencer à gratter tout doucement et descendre tout doucement et y passer beaucoup de temps, on met 2 grands coups de tronçonneuse, comme on peut visualiser là. On ouvre le pied de haut en bas assez largement dans la partie morte. Et ensuite, on va gratter. Une fois que c'est ouvert, on va gratter pour éliminer tout l'amadou. Un pied comme celui-ci, en 1 minute 30, c'est cureté, avec de l'habitude. Je précise bien un pied comme celui-ci, hein, parce qu'il y a des pieds où ça va être plus compliqué, bien évidemment. Ça, c'est un pied, alors pour la petite histoire, qui vient du Beaujolais, qui est une vigne qui était taillée en gobelet, non palissée, et pour des raisons économiques, pour des raisons de mécanisation, cette vigne a été remise en guyot. Donc les 2 bras qui étaient dans l'axe du rang ont été conservés pour faire un guyot, et les 3 autres bras ont été éliminés. Et donc, si vous regardez ma flèche blanche, ici, on a la coupe du bras qui partait de l'autre côté de l'écran, hein, derrière l'écran. Ici, on a le bras qui venait devant à gauche et là, le bras qui venait devant à droite. Tout ça ayant été éliminé, on se retrouve avec un énorme volume de bois mort qui correspond au flux de ces 3 bras. Donc là, on va mettre 2 coups de tronçonneuse et il ne faut pas hésiter. Une fois qu'on a identifié que tout ce bois est mort, il n'y a aucun risque à aller mettre 2 coups très francs et d'ouvrir vraiment le pied, comme sur la photo de droite. Alors souvent, ça choque, ça paraît spectaculaire, mais si vous regardez bien la coupe, il n'y a pas un seul gramme de bois vivant dans ce qui a été coupé pour l'instant. Ce n'est que du bois mort, ce n'est que de l'amadou. Et on voit sur le bras de gauche le rond, ici. Ce rond signifie que tout le cœur du bras est pris, et certainement jusqu'à ces grosses plaies de taille, voire un peu plus haut. Et donc là, même chose, il ne faut pas commencer à gratter et à remonter tout doucement, mais il faut ouvrir largement dans le bras. Et même chose sur l'autre bras. Hein. Donc ça donne ça, et j'aurais même pu ouvrir encore plus haut. Et une fois cureté, ça donne des choses comme ça. Alors souvent, la remarque qu'on a quand on voit ce genre de pied-là, c'est mais là, il est fortement fragilisé. Ça faisait partie des questions qu'on se posait dans les années 2008-2010, quand on a mis en place des essais. J'ai un essai dans une parcelle qui est travaillée mécaniquement, qui est vendangée à la machine. Donc, je me suis mis dans les conditions où il y a le plus, entre guillemets, d'agression mécanique sur le pied. Avec plus de 1000 pieds curetés en 7 ou 8 ans, on a un pied qui a cassé. Donc, ce qui arrive régulièrement sur des pieds non curetés. Hein. Un pied comme ça qui a un bras un peu sec, le bras casse et remonte à la machine. Donc, globalement, quand c'est bien réalisé, il y a très peu de fragilisation des pieds. On a gardé toute la partie vivante, toute la partie saine. Par contre, ce qui est vraiment spectaculaire sur ce genre de pied-là, c'est de voir la réaction de la vigne quand c'est fait tôt en saison. On a des exemples de vignes qui ont été faites à 10 ans, 10, 12 ans, 15 ans, quand on a les premiers symptômes, juste au moment de l'apparition des symptômes. Donc, période tout début juillet, fin juin. Il y a 10 ou 12 pieds dans la parcelle. Les 10 ou 12 pieds sont curetés.
Et si on revient 8-10 jours après, on voit que la vigne repousse normalement. Les apex redeviennent sains et repoussent normalement, sauf 1 ou 2 pieds. Et ces 1 ou 2 pieds, quand on regarde, on a oublié une partie d'amadou. Donc on les recurte une deuxième fois. Et quand on revient 8-10 jours après, ces pieds-là, à nouveau, se mettent à pousser. Donc on voit vraiment que l'amadou, c'est la zone qui va bloquer la pousse du pied, qui va freiner. Et le fait d'enlever cet amadou, ça libère le pied d'une contrainte énorme. Donc effectivement, quand on curte, on va générer quelques mutilations. On va essayer de faire en sorte de garder au maximum les flux de sève sains et vivants. Mais malgré tout, lorsque c'est bien exécuté, le bénéfice est supérieur au mal, très nettement. Pour réaliser ces curetages, on utilise des petites tronçonneuses, soit thermiques, soit électriques. Il existe différents modèles. On a fait une fiche technique avec les 6 principales tronçonneuses du marché que je peux envoyer à ceux que ça intéresse. Et globalement, les thermiques sont beaucoup moins chères, mais sont plus lourdes, génèrent beaucoup plus de bruit, d'odeurs toxiques. Les électriques sont beaucoup plus chères, mais à l'usage, on a fait des calculs, des estimations. Quand on calcule le prix d'achat plus les intrants, en fait, les électriques ne sont pas plus chères. Donc, si vous avez prévu de faire plusieurs milliers de pieds chaque année, moi, j'estime que les électriques sont bien plus intéressantes. Alors, il existe différentes marques. Il y a la Pélin que vous avez là sur la photo, la Style, qui pour moi a un très très bon rapport qualité-prix. Après, d'autres qui sont soit toutes récentes, soit moins performantes. Après, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Là, sur les photos, vous voyez la Pélin, mais il y a d'autres marques qui sont également très intéressantes. Le but, c'est de choisir une tronçonneuse qui a un guide petit. Celui-ci fait 15 cm, la Style fait 25 ou 30 cm, mais le guide 30 cm, c'est un guide beaucoup plus fin, ce qu'on appelle des guides de sculpture, de carving, que je vous conseille fortement, qui sont plus intéressants que les guides avec un bourron plus large. Même si c'est plus court et plus large, moi je préfère du plus long et plus fin. Donc voilà un pied qui a été cureté plus de 10 ans avant la photo, qui était dans un très sale état, qui avait plus aucune vigueur. Et suite au curetage, ce pied a repris beaucoup de vigueur et depuis 10 ans, il nous fait des magnifiques récoltes. Alors que le curetage a été assez spectaculaire. On voit que tout le cœur a été éventré. Et en fait, il reste un flux qui part du côté gauche du tronc et qui va alimenter le bras droit, et un flux qui part à droite et qui va alimenter le bras gauche. Donc, autre exemple, quelques années après le curetage, on s'aperçoit que la zone curetée devient gris clair et très très dure. Cette zone-là ne repousse pas, bien évidemment, ça ne regrossit pas, ça ne se redéveloppe pas puisqu'il n'y a plus le cambium, il n'y a plus la partie qui permet le grossissement du tronc en épaisseur. Par contre, toute la partie qu'on a gardée vivante, où on a gardé l'écorce, elle a conservé son cambium, continue à grossir, à se développer, et le pied reprend de la vigueur et de la force. L'avantage de cette technique, c'est lorsqu'elle est pratiquée suffisamment tôt, quand je dis tôt, c'est par rapport aux symptômes, à la virulence des symptômes. Si le pied a ne serait-ce qu'une branche qui a bien outé, on lui remet une baguette. Et dès l'année suivante, il nous refait une récolte à peu près normale. Si le pied a vraiment très fortement souffert et qu'aucune branche n'est suffisamment jolie pour mettre une baguette, on va simplement le tailler à courson pendant 1 an pour lui redonner de la force et il refera une récolte complète 1 an plus tard. Mais globalement, on peut estimer qu'on perd en moyenne un peu moins d'une récolte, un peu moins d'une année de récolte lorsque le curetage est effectué suffisamment tôt. Et on garde toute la qualité du pied d'origine, ce qui est très intéressant dans cette technique. Alors c'est une technique qui demande du temps, mais pas tant de temps que ça quand on regarde au regard en comparaison d'un pied de remplacement. En Guyot, on va faire de l'ordre d'une centaine de pieds par jour. Alors, plus la vigne est jeune, plus on en fera. On peut monter à 200 sur des très jeunes vignes, bien taillées. Plus la vigne est vieille, a des gros troncs, a des inversions de flux de sève, plus ça va être compliqué. Sur un Gewürztraminer en Alsace, avec des pieds gros et hauts, ça va être beaucoup plus long que sur un Sauvignon à Sancerre. Ça, c'est une évidence. Mais globalement, sur des Guyot, en règle générale, on peut être à une centaine de pieds par jour. Sur le gobelet, c'est un peu plus lent. Et sur le cordon, on arrive à 20-30 pieds par jour sur des cordons un peu compliqués. C'est pour ça que je considère que la technique est moins pertinente en cordon, sachant que malgré tout, si on estime toutes les étapes pour remplacer un pied, entre l'arrachage,
le trou à la tarière, la replantation, la protection. Si on cumule tout ça, en moyenne, une personne va être capable de faire de l'ordre d'une quarantaine de pieds par personne et par jour. Donc une quarantaine de pieds vont être faits chaque jour par une personne en remplacement. Ça veut dire que sur un guyot ou sur un gobelet, le curetage, qui paraît être long et fastidieux, est en fait moins long et moins fastidieux, beaucoup moins long et beaucoup moins fastidieux qu'un remplacement. On vous montrera un petit calcul économique à la fin et vous verrez que c'est clairement intéressant. Guillaume? Ouais, un témoignage. Donc, grâce à François, on pratique le curetage depuis de nombreuses années. En effet, sur les chardonnays, on est plus sur une approche préventive dans le sens où on va aller viser les parcelles très touchées par les maladies du bois, qu'on va surtout cureter en hiver, voilà, pour les assainir. Ça passe avant tout par la lecture du cep. C'est une phase importante qui s'automatise très vite. Mais avant tout, vraiment de comprendre où sont les nécroses, comment ouvrir notre cep. Comme dit François, il y a vraiment un sens à respecter d'ouverture de cette part de camembert qui est importante. Et ensuite, on est dentiste. On va vraiment cureter, aller chercher vraiment tout cet amadou qui, s'il reste, va continuer à libérer des toxines et à impacter les flux qui restent sains. Et c'est un coup de main à prendre. Ça passe en effet par du matériel. C'est sûr, vous pouvez commencer à vous amuser avec la tronçonneuse qui est dans le hangar matériel, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il faut une tronçonneuse adaptée, que ça soit une petite délagage. Et le top, en effet, c'est une électrique avec un guide pointu. Et ça passe aussi par l'entretien du matériel, parce que les chaînes ont vraiment besoin d'un aiguisage régulier pour gagner en rendement. Et sur le rendement, ça c'est important, c'est physique le curetage, c'est très physique. Donc nous, ce qu'on conseille aussi, c'est pas de faire une semaine de curetage, c'est aussi d'essayer d'alterner et de faire des sessions de curetage. Mais vous allez vite vous rendre compte que si vous faites une semaine entière de curetage, au niveau des TMS, c'est quand même assez chargé, on va dire. Voilà, donc c'est plutôt un boulot de fond et notre approche, c'est vraiment d'approcher ces parcelles très touchées. Et, pour nous, il n'y a pas d'intérêt de généraliser le curetage sur toutes les parcelles d'exploitation, mais d'attaquer déjà par les parcelles les plus touchées. Entièrement d'accord. Dernière technique, donc dernière, c'est pas un hasard, comme je vous disais, c'est la technique qu'on présente en dernier, parce que c'est la technique la plus complexe, qui demande le plus de technicité, d'apprentissage, donc qui est le regreffage. Et la difficulté de cette technique de regreffage, c'est que c'est du tout ou rien. Quand on fait un greffage, s'il est fait moyennement bien, ça sera toujours mieux que rien. Un regreffage, s'il est fait moyennement bien, il ne marchera pas. Donc c'est parfait ou ça ne marche pas. Je vais accélérer un petit peu pour rester dans le timing, mais en gros, cette technique, l'objectif, c'est de couper le porte-greffe, décapiter le porte-greffe sous point de greffe et d'y insérer 2 greffons avec la limite, alors j'arrive plus à trouver ma souris, si elle est là, voilà, avec la limite écorce contre écorce du greffon et du porte-greffe, de manière à ce que les cambiums soient en contact. Le premier œil est positionné à l'extérieur pour vraiment créer un bon contact avec le porte-greffe. Alors, rapidement sur ces techniques, il y a différents points essentiels qu'il ne faut pas rater. Et si ces points ne sont pas respectés, le taux de réussite frôle les 0%. Si vous respectez tout bien, vous pouvez monter à 90%. Première chose, et là je vais passer, vous m'excuserez assez rapidement sur tout ça, mais choisir des bois de bonne qualité, ni trop vigoureux, ni trop fins, sains. Donc faites attention aux viroses, faites attention à la flavescence dorée, si vous prenez ça dans des secteurs à risque. Vous allez conserver ces bois dans des conditions optimales pour qu'ils soient encore parfaitement frais au moment du greffage. Le greffage va se faire en gros de fin mars à fin juin, la période idéale étant le plus tard possible, donc au plus proche de fin juin. Mais comme vous n'avez plus le temps à ce moment-là, pour moi, la meilleure période, le meilleur compromis, c'est juste avant les ébourgeonnages. Donc on va situer, suivant les régions, entre mi-avril et fin avril.
Donc, ces fagots, ces sarments, il va falloir les stocker en fagots, dans idéalement un frigo, emballés dans des sacs plastiques. Sortir ces fagots du frigo quelques jours avant le greffage et bien les réhydrater. Il faut que les bois soient parfaitement frais, parfaitement réhydratés. D'ailleurs, on va contrôler la qualité de ces bois. Et sur la photo de droite, le bois de droite est blanc. Et si vous greffez ça, vous êtes sûr que le taux de réussite sera de 0%. Il faut absolument que le bois ait la couleur, l'aspect du bois frais, comme sur le sarment de gauche de la photo de droite. Et il faut également, comme sur les photos du dessous, que les bourgeons soient sains. Donc, comme celui de gauche et pas comme celui de droite. Ensuite, on va décapiter le porte-greffe, soit sous le point de greffe, mais suffisamment au-dessus du premier nœud du porte-greffe. Parce que si vous coupez au niveau du nœud, après vous allez fendre dans le nœud et vous aurez une fente qui sera tordue. Donc il faut une fente droite, donc il faut couper au moins 4-5 cm au-dessus du nœud, ou alors sous le nœud. Une fois décapité le porte-greffe, donc vu de dessus, on voit que celui de gauche est parfaitement sain. Le deuxième important de la gauche a des nécroses à l'intérieur, mais toute la périphérie est saine, donc ça c'est parfait. Le troisième, on voit qu'il y a une partie de la périphérie qui est abîmée. Et en général, même si on va greffer de l'autre côté, dans le sens vertical, donc loin de cette nécrose, on a quand même un taux de réussite qui chute. Donc idéalement, il faut essayer d'avoir l'ensemble de la périphérie du porte-greffe qui est saine. La photo de droite, c'est des choses qui pour moi ne sont pas greffables. Les trois photos de droite, c'est le même cep. La photo complètement à droite, c'est juste sous le point de greffe. Comme c'était très nécrosé, je suis redescendu sous le premier nœud. Et comme il y avait encore une petite nécrose, je suis redescendu d'1 centimètre. Et il y a beaucoup de cèpes comme ça qui peuvent paraître à la première coupe très abîmés, mais en descendant suffisamment bas, on arrive à retrouver du sain. Et donc, il ne faut pas hésiter à être 3-4 cm sous le niveau du sol. On va fendre ce porte-greffe avec un outil suffisamment résistant et suffisamment tranchant. Et on va insérer des greffons. Et le point le plus délicat, le point le plus compliqué dans cette technique, c'est la réalisation du greffon. Il faut que les côtés du biseau soient parfaitement droits. Comme on voit là en bas à gauche, on a des côtés parfaitement droits et surtout pas des côtés un peu tordus, parce qu'avec la main, quand vous allez prendre votre greffoir, en général, vous tenez avec la main le greffoir et vous avez tendance à plier un peu le poignet ou plier un peu les doigts et donc changer l'angle du couteau. Et si vous changez l'angle du couteau, vous aurez quelque chose de tordu qui fera un ventre et qui n'aura plus de contact avec votre porte-greffe. Une fois que les biseaux sont bien réalisés, on va mettre un greffon de chaque côté avec le premier œil à l'extérieur pour mettre les cambiums en contact. On en met deux, on pourrait n'en mettre qu'un. L'intérêt d'en mettre deux, c'est d'avoir vraiment deux chances de réussite. Ensuite, une fois que le biseau a été réalisé et que le greffon a été installé dans le porte-greffe, il faut bien faire attention à supprimer l'épaisseur de vieille écorce du porte-greffe. Sur la photo de droite, on voit bien l'écorce de l'année qui est fine, striée. Donc ça, c'est l'écorce de l'année. Et toute l'écorce qui est un peu avant, qui est un peu plus à droite, c'est la surépaisseur de vieille écorce morte. Et ça, il faut bien l'éliminer pour être sûr d'avoir bien positionné notre greffon correctement. Et sur la photo de gauche, on voit bien qu'il y a un contact parfait entre le greffon et le porte-greffe de haut en bas, avec malgré tout un petit défaut là au niveau de ma flèche. Et c'est le genre de petits défauts qui généreront une non-soudure à cet endroit-là. Donc là, ça va être quelques millimètres sans soudure, c'est pas dramatique, mais il ne faut pas tolérer plus que ce genre de défaut-là. Sinon, on a des taux de réussite qui chutent fortement. Alors, pour aider à la réalisation des biseaux, il n'existe pas grand-chose en machine, mais ça, c'est une machine que moi j'ai conçue il y a quelques années, qui est vendue par une entreprise pas très loin de chez moi, qui permet, qui coûte un peu d'argent, mais qui permet de faire des biseaux de bonne qualité. Ça permet de s'affranchir du problème du biseau. On a sur la photo de gauche un greffon qui a été mis trop à l'intérieur, et on voit au niveau de ma flèche ici, on voit le blanc du porte-greffe. Donc là, le cambium du porte-greffe est à jour. Il n'y a pas de contact entre les cambiums, ça ne marchera pas. Là, il ne peut pas y avoir de réussite parce que le greffon était mal positionné. Donc, il faut bien mettre écorce contre écorce. Sur la photo de droite, on voit que le contact est bon sur le premier centimètre du haut, de chaque côté. Par contre, en dessous, le contact n'est plus bon. Ça, c'est un biseau qui était fait avec une machine, mais un autre type de machine qui n'a pas le bon angle et qui ne permet pas d'avoir des contacts parfaits.
Donc, si vous achetez une machine, n'achetez pas n'importe quoi. Et souvent, les machines ont été faites pour greffer du bois d'1 an sur du bois d'1 an, et donc ne permettent pas d'avoir des contacts idéaux pour nous. Et la plus grosse difficulté, c'est ces deux photos-là. Parce que si vous regardez bien attentivement, spontanément, on a tendance à dire « Ah bah tiens, c'est pas mal, ça marche bien », mais regardez vraiment de près le contact entre le greffon et le porte-greffe. Moi, je vous assure que ces deux-là ne marcheront pas. Il y a trop peu de surface de contact entre le greffon et le porte-greffe. Il y a des petits jours un peu partout. On voit dans cette zone-là, si vous voyez ma flèche, là, il n'y a pas de contact ici. Il y en a un peu là, mais il n'y en a plus ici non plus. Ici, même chose, pas de contact. Et l'autre, même chose, sur toute la longueur, là, il n'y a pas de contact. De l'autre côté non plus. Et donc, c'est le genre de jours qui sont suffisants pour créer un dessèchement du cambium de chaque côté et ne pas avoir un taux de réussite important. Et sur ces deux photos-là, de manière très claire, le non-contact est lié à un mauvais biseau. Vous faites bien votre biseau et vous éliminez 90% des problèmes qu'on peut observer, qui sont ces problèmes-là, qui donnent l'impression d'avoir fait du bon travail alors que ce n'est pas le cas. Lorsque la technique marche bien, quelques semaines plus tard, on va avoir un démarrage. À ce moment-là, les bois démarrent sur leur réserve. Il ne faut pas se réjouir. Ils sont simplement en train de partir sur leur réserve. Mais quelques semaines après, quand on voit des pousses bien franches comme ça, là, on sait que ça réussit. Et en fin d'été, on va avoir des pousses très significatives. Et ces pousses très significatives nous permettent de refaire un plan dès l'année suivante et de refaire une récolte dès l'année suivante. Donc, on a une année de végétation sans grappe. Et dès l'année suivante, on peut avoir... Alors, ça fait partie des plus jolis cas. Hein. Mais quand on a 90% de réussite, on a 50-60% des pieds comme ça. Et 50-60% des pieds où on a mis un futur tronc, une montée au fil, avec une demi-récolte, on va dire, et une récolte pleine un an plus tard. Donc sur cette photo-là, vous avez une parcelle où il y a 4 rangs au milieu qui ont été surgreffés. Je n'ai pas besoin de vous préciser quels sont ces 4 rangs. Hein. Vous voyez qu'il ne manque pas de pieds, puisque tous les pieds atteints d'esca ont été regreffés, alors que sur tous les autres rangs, à droite et à gauche, les pieds morts ont été remplacés. Et vous voyez le nombre de pieds morts qui ont été remplacés. Et alors qu'on a réussi à maintenir le potentiel de récolte sur les 4 rangs du milieu par le regreffage. Dernière petite diapo sur laquelle on va passer rapidement également, simplement pour vous parler du coût de ces techniques, puisque souvent on a tendance à nous rétorquer quand on présente tout ça que c'est des techniques qui sont longues et coûteuses. Alors effectivement, elles sont longues et coûteuses, mais elles sont moins longues que de remplacer et beaucoup moins coûteuses. Parce que remplacer un plan, c'est de l'ordre de 8 €, on va dire à peu près, hein, tout compris entre l'achat du plan et tout le travail que ça génère, l'investissement matériel, la terrière et tout ça. Le surgreffage, le regreffage va coûter de l'ordre de 3 à 4 € et le curtage de l'ordre de 2 €, 2,50 €. Ça, c'est les chiffres de calcul qu'on a fait nous à la SCAVAC, à Sancerre. Guillaume, vous avez fait les mêmes estimations chez vous, il me semble. Hein. C'est semblable. Tout à fait. Voilà, donc globalement, sur ces techniques, on voit que ça prend moins de temps et ça coûte beaucoup moins cher. On a un retour en production beaucoup plus rapide et on garde la qualité du plan d'origine pour ces 4 techniques qu'on vous a présentées là. Donc, elles sont toutes vraiment intéressantes. Alors, vous ne pourrez pas appliquer les 4 sur chacune de vos configurations, mais il est indispensable d'essayer, suivant les situations, l'une ou l'autre, ou plusieurs, qui sont complémentaires. Parce que souvent, on peut essayer un recépage ou un curtage, et si ces techniques échouent, le porte-greffe restant vivant, on peut les greffer par la suite. Et en appliquant tout ça, on peut réduire de manière très significative le nombre de pieds remplacés. Et chez nous, beaucoup de gens s'y sont mis, hein, et clairement, ces gens-là font en moyenne 10 à 15% de récolte de plus que leurs voisins qui ne le font pas, tout simplement parce qu'ils ont 10 à 15% de pieds productifs en plus. Les techniques sont graduelles, hein, vous avez vu, ça va de la plus abordable, on va dire techniquement, à la moins. Le regreffage marche très bien, néanmoins ça demande vraiment une organisation sur l'exploitation. On ne va pas improviser un regreffage sans avoir pensé au matériel végétal. Moi, le conseil que je vous donnerais, si vous voulez vous lancer là-dedans, je pense que l'achat de l'appareil pour tailler les biseaux est indispensable. Voilà, le plus souvent de ce qu'on voit sur le terrain, c'est le mauvais biseau réalisé à la main qui demande vraiment une certaine dextérité. Et voilà, vous pouvez, comme le curtage, essayer de curter un cep avec votre propre tronçonneuse, mais si vous voulez généraliser un peu surtout cette méthode de regreffage, il faut s'investir dans l'organisation
et dans le temps pour vraiment bien avoir un bon pourcentage de réussite. Il faut que tu allumes ton micro, Caroline. Merci à tous les deux pour cette présentation très claire. Il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées, donc je propose de vous les poser. Elles sont arrivées dans l'ordre de la présentation, donc dans l'ordre des techniques. La première, du coup, se porte sur le curetage, non, sur le recépage, pardon. Et la question est, faut-il frotter l'écorce pour favoriser le départ des yeux? En fait, il y a deux facteurs qui vont, s'il existe des yeux, donc déjà la première question c'est est-ce qu'il reste encore des yeux? Et s'ils existent, il y a deux facteurs qui vont les empêcher de pousser. Ils sont stimulés par la lumière. Donc effectivement, le fait d'enlever l'écorce va les aider à démarrer. Alors attention à pas la frotter, plutôt la décoller, parce que si vous frottez, vous risquez de gratter les yeux avec. Et la deuxième chose qui va inhiber, c'est les yeux du dessus qui vont sécréter des hormones, qui vont démarrer en premier, et les inhiber. Et des fois, le fait de mettre aussi un petit coup de sécateur propre ou alors, sur quelques millimètres de profondeur, ça va créer un petit afflux de sève au niveau de l'œil et ça peut aider à faire sortir des yeux sous le coup de sécateur. C'est pas miraculeux, hein, c'est pas du 100%, mais ça augmente un peu les taux de réussite. Ok. Il y a une autre question qui est plutôt, enfin, il y a une autre intervention qui est plutôt une remarque qu'une question. C'est donc tu nous expliquais que le recépage et le curetage, ça marchait bien quand les pieds étaient relativement jeunes, sur des vignes de 10 à 15 ans. Mais il y a une personne qui nous fait remarquer que si on a des problèmes alors que la vigne a 10-15 ans, c'est qu'on a d'autres problèmes à régler avant et que peut-être qu'il faut aussi regarder sur sa taille si on n'a pas des choses à parfaire. Enfin, voilà, oui, 100% d'accord avec ça, bien sûr. Donc là, il faut revoir le webinaire qu'on a fait il y a quelques mois sur la taille. Mais complètement. Avant d'arriver à des méthodes curatives, on va d'abord tout faire pour éviter d'avoir des problèmes. Et quand une vigne a des problèmes à moins de 15 ans, c'est effectivement qu'il y a eu des soucis soit sur la qualité des greffes, soit sur la taille des premières années. Ok. Et il y avait une autre remarque sur les marques de tronçonneuses. Donc toi, tu nous as cité les tronçonneuses Pélin ou Style. Et là, il y a une personne qui nous dit que Campagnola, c'est aussi pas mal. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis? Eh ben, j'en sais rien du tout, je connais pas. Alors en électrique, il y a Echo qui a sorti une petite tronçonneuse il y a pas très longtemps. Je l'ai pas essayé, mais pas mal de gens qui l'ont essayé en sont plutôt satisfaits. Le seul inconvénient, c'est que les batteries sont très petites, donc tiennent très peu de temps. Il faut acheter pas mal de batteries. C'est des batteries qui tiennent une demi-heure, mais elles coûtent pas très très cher. Donc ça peut être un bon compromis, la Echo. Après les autres que j'ai essayé, j'en ai essayé 5 ou 6 différentes en électrique. Pour moi, ne me satisfaisaient pas, mais j'ai pas essayé Campagnola. Après en thermique, il y en a pas mal qui marchent. Hein, les marques classiques, les marques connues, style Echo en premier marchent très très bien. Ok. Guillaume, tu as des retours sur les marques de tronçonneuses? Alors, pas de façon exhaustive, mais du moment qu'on a le bon guide, l'autonomie, la puissance, peu importe la marque, on arrivera à de bons résultats. Alors l'inconvénient surtout des tronçonneuses thermiques pas chères, c'est qu'au bout de quelques semaines, elles démarrent plus. C'est une galère, hein. On passe un temps fou et on n'y arrive plus. Donc il faut quand même acheter un peu de qualité. On les sollicite quand même assez fort. Ok, et alors toujours sur le curetage, pour faire le lien avec les tronçonneuses, il y a une question qui nous a été posée pour savoir quel outil en plus de la tronçonneuse on peut utiliser pour cureter. Est-ce que des pics ou des crocs peuvent être utilisés? Moi, je me suis beaucoup posé la question. Je suis allé voir des gens qui conçoivent des outils de travail du bois. Je leur ai montré des vidéos, je leur ai expliqué, et ils m'ont dit, mais en fait, ce que vous cherchez, c'est des petites cuillères qui grattent le bois. Je leur ai dit, oui, c'est exactement ça. Et ils m'ont répondu, mais votre chaîne de tronçonneuse, c'est plein de petites cuillères qui grattent le bois. Donc, vous ne trouverez pas mieux. Donc, moi, j'ai arrêté mes recherches là. Il y a un vigneron de Champagne qui lui, est allé plus loin, qui a développé un espèce de drill, j'ai oublié le terme français, qui va essayer d'aller gratter, d'aller extraire. J'ai pas pu le tester cet outil-là. Est-ce que ça apporte un plus? Je ne sais pas. Mais globalement, moi, je suis plutôt satisfait du résultat qu'on a avec les tronçonneuses.
et prendre un autre outil, en fait, c'est perdre du temps, globalement, de ce que j'ai observé pour l'instant. Ok. Et attends, il y a une autre question qui est arrivée sur la tronçonneuse. Ah oui, toujours sur les marques de tronçonneuses. Est-ce que tu as, toi François ou toi Guillaume, essayé la tronçonneuse électrique Infaco? Infaco, je sais pas comment on dit. Ouais, elle tourne pas assez vite et du coup elle tremble énormément et on n'arrive pas à travailler correctement avec. Ils ont des petites améliorations encore à faire dessus. Donc pour l'instant, moi je la recommande pas. Ok. Euh, Et alors ensuite, pardon Guillaume. Non, pas de souci. Pas d'essai de mon côté sur cette tronçonneuse. Pour rejoindre ce que disait François juste avant, j'avais fait des tests aussi de fraiser, en plus du tronçonnage avec une perceuse électrique, hein, le CEP, et je suis très vite revenu qu'à la tronçonneuse, en effet, par perte de temps, et puis par des outils qui étaient très vite saturés en copeaux. Donc voilà, je suis revenu au classique de la tronçonneuse pour le curtage. Ok. Et alors, il y a une question qui revient souvent quand on parle du curtage. Effectivement, on sait que l'ESCA est causée par les plaies dans le bois, et notamment lors de la taille de la vigne. Et du coup, là, dans le curtage tel que tu nous l'as présenté, on fait des plaies qui sont quand même impressionnantes. Est-ce qu'on n'est pas quand même sur une source d'infiltration supplémentaire pour les virus notamment, et pour les autres maladies d'une manière générale? Virus, non. Enfin, à notre connaissance, il n'y a pas de risque d'infection par les virus connus de la vigne par des voies de ce type-là. Sur les maladies du bois, on peut se poser la question, mais en fin de compte, on se rend compte que dans les parcelles où on fait du curtage, plus on curte, moins on a d'esca. Donc, ça veut dire qu'on arrive quand même à résoudre le problème. Et alors, pour prendre une image qui peut peut-être être un peu délicate, mais c'est un peu comme un cancer. Si on veut, on va tout faire pour pas en avoir, on va tout faire en préventif pour que ça n'arrive pas. Mais le jour où ça arrive, il reste la chimio ou le bistouri. La chimio, c'était l'arsenic de soude. On n'a pas d'autres techniques de chimio à l'heure actuelle. Donc, pour moi, il reste le bistouri. Et entre le bistouri et rien, le bistouri est quand même positif. Mais effectivement, si on pouvait faire en sorte de ne pas avoir besoin de ce bistouri, on ne s'en porterait que mieux. J'ajouterais qu'avec l'expérience, si on curte bien, on fait très peu de plaies au final. C'est qu'on va vraiment enlever ce qui est nécrosé et mort. Mais voilà, à l'usage, au final, il n'y a presque pas de plaies sur un bon curtage. Ouais, complètement. Et le bois qu'on met à jour, comme je vous expliquais, c'est du bois interne, du bois vivant interne, qui est moins fonctionnel que le bois vivant en périphérie de l'écorce. Alors, on n'a pas reçu de nouvelles questions. Si vous en avez encore, notamment peut-être sur le regreffage, n'hésitez pas à les poser via le chat. Comment on peut faire, moi j'en avais une question, c'était comment on peut faire pour voir peut-être des démonstrations de regreffage pour être sûr enfin, peut-être que c'est quelque chose où il faut se former. Est-ce que, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut se lancer tout seul dans le regreffage ou est-ce qu'il vaut mieux être accompagné? La difficulté, ça. Après, c'est une question de temps et de caractère. Moi, quand j'ai démarré, ça n'existait pas les formations, donc il y a une petite vingtaine d'années, donc je me suis formé tout seul. Et, donc tout seul, on peut y arriver, il n'y a pas de souci. Faut vraiment être capable de bien voir, être capable de prendre assez de recul pour se dire ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien. Et après faire des essais. Nous, on propose des formations sur ces sujets-là, comme sur d'autres, pour accompagner les vignerons pour aller un peu plus loin. C'est vrai que l'avantage d'une formation, c'est que ça peut faire gagner du temps sur plein de petits aspects. Malgré tout, même après une formation, il faut que les gens aient envie de se former. La majorité des gens, pour être très, très franc et très honnête avec le recul qu'on a, peu de domaines se mettent vraiment au regreffage parce que c'est plus technique, c'est plus pointu et beaucoup de gens ont connu des échecs et se sont arrêtés assez vite aux premiers échecs. N'ont pas pris le temps de vraiment de se former pour vraiment être au point et donc ont abandonné la technique avant. Quelques-uns ont persévéré, quelques-uns s'y sont bien mis. Chez qui ça marche. Hein. Moi, j'ai un domaine sur Sancerre qui en fait de l'ordre de 2000 par an depuis 10 ans, avec des taux de réussite qui sont en général excellents.
En 10 ans, il y a eu plusieurs salariés qui sont passés, hein, qui ont tourné, mais eux, ils sont rodés, la technique fonctionne bien, ils sont très contents du regreffage. Mais la majorité des domaines, c'est quand même pas le cas. La majorité des domaines ont un peu essayé, ont vite abandonné parce que ils n'ont pas pris le temps d'acquérir suffisamment bien la technique. Donc une formation, c'est vrai que ça peut aider, mais derrière la formation, il faut encore un investissement réel du vigneron. Juste faire une formation, puis après on essayer 4-5, et puis ne plus en faire de l'année, puis recommencer 4-5 l'année suivante, ça ne marchera pas. Je partage. De mon côté, j'étais déjà très content d'être formé par François. En effet, il gagnait beaucoup de temps. François aussi forme les vignerons, hein, de notre secteur. Ça passe aussi par l'organisation. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, ceux qui continuent à regreffer, en effet, ils ont eu, on va dire, quelque part la main verte. C'était le premier coup avec un taux de réussite intéressant. Mais ça ne suffit pas. Il faut derrière vraiment avoir une organisation sur l'exploitation pour avoir du regreffage, pour que le regreffage ait vraiment un impact. Voilà, si on arrive à réussir une dizaine de cèpes par an parce qu'on a regreffé que 6 ou 8, ça n'a pas d'impact. Il faut vraiment avoir une organisation du travail et ça devient quelque part une tâche à part entière si on se lance dans ce regreffage. Ok, bah alors du coup, ça me permet de faire une transition sur l'organisation du regreffage. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la meilleure période pour prélever les bois destinés à faire des greffons? L'idéal, c'est de les prélever avant les gros pleurs. Donc en général, moi j'attends cette période-ci, là, en ce moment, début février, et je regarde la météo. Et tant que la météo annoncée est vraiment hivernale, je les laisse sur pied, c'est la meilleure façon de les conserver. Et dès qu'il y a un redout annoncé significatif, je les récolte avant. Surtout sur des cépages comme le chardonnay qui va avoir tendance à gonfler très très vite ses bourgeons. Si on veut les garder sous forme hivernale, il ne faut pas attendre trop longtemps. Il ne faut pas que les bourgeons, plus les bourgeons vont être développés, plus ça sera un facteur d'échec. Donc idéalement, on va dire entre février jusqu'à mi-mars, si l'hiver est long. Et après, on peut très bien, sur les premiers essais, faire des greffages précoces, faire un greffage juste avant le débourrement, faire un greffage de début avril, mi-avril, suivant l'année. Et dans ce cas-là, on peut très bien garder des pieds non taillés. Et là, on prélève directement sur des pieds et on greffe tout de suite dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent avec ces serments-là. Mais c'est une période un peu précoce. Et si derrière, il y a beaucoup de froid qui revient, on a un peu plus de risque d'avoir des échecs. D'accord. Il y a une autre question qui est arrivée sur le greffage oméga. Est-ce que ça a une action sur l'escarre? Alors là, on est complètement. Enfin, je pense qu'on est un peu hors sujet, mais est-ce que. Je ne sais pas si tu veux répondre, Guillaume. J'ai pas entendu toute la question. Ah, pourtant, elle est toute simple. Est-ce que la greffe oméga a une action sur l'escarre? Je ne répondrai pas de façon tranchée. Je pense que quel que soit le type de greffe, si la greffe est bien vérifiée, bien soudée, et que si derrière on met en place de bonnes pratiques, on peut avoir autant de chances que tout type de greffe. Voilà. Elle peut avoir une tendance à avoir moins de cales de soudure, et encore, ça serait à vérifier. Voilà, on se rend compte que sur le terrain, et ça demanderait même, on va dire, plus d'expérimentation à long terme. Mais voilà, je suis plus dans une optique à me dire, quelle que soit la greffe, il faut une greffe de qualité et derrière des bonnes pratiques pour avoir de bons résultats. Oui, on a dépecé tout type de greffe, hein, de l'oméga, de l'anglaise, de la fente, de la F2, de chez Binger, enfin plein de choses. Et sur le papier, c'est vrai que l'oméga, c'est une greffe qui est moins pertinente parce que on fait des coupes moins droites, moins dans le fil du bois. Mais concrètement, quand on dépèce des greffes, on se rend compte que potentiellement, on a des nécroses importantes dans tous les types de greffes. Et je rejoins entièrement Guillaume, hein, plus que dire je veux tel type ou tel type de greffe, il faut que la greffe soit parfaitement faite. Et une greffe mal faite, quel que soit le type de greffe, générera énormément de nécrose et sera un pied à problème. Voilà, et à l'inverse, une greffe oméga très bien faite, on se rend compte qu'en coupe, avec des bons flux et une bonne greffe, on a de très bons résultats. Ok, il y a des questions qui sont encore arrivées sur le curetage.
On va bientôt terminer notre session, mais je vais garder les 3 dernières. Déjà, est-ce qu'il y a des prestataires qui effectuent des curetages si on ne veut pas se former ou les faire en Oui, direct, oui, il y en a de plus en plus. Alors, donc dans notre région, enfin dans la région où je travaille, le Centre-Loire, il y a pas mal de prestataires de taille qui se sont mis à faire du curetage sur la demande des vignerons. Donc, nous, on a formé beaucoup de prestataires qui maintenant font du curetage en prestation. Je sais que ça se fait aussi dans d'autres régions, de plus en plus. Après, il faut pas hésiter à solliciter vos prestataires locaux qui font de la taille, parce que ça leur fait une activité complémentaire, ça les intéresse en général. Il faut qu'ils se forment. Mais si c'est des gens sérieux qui ont envie de se former, il y a complètement moyen d'avoir des prestataires. C'est beaucoup plus facile à trouver pour le curetage que pour le regreffage. Ouais, ok. Et quel est le taux de... Est-ce que vous avez des idées du taux de réussite du curetage en taille Chablis, Guillaume? J'ai pas de taux, de chiffres à annoncer. Je dirais qu'on soit en taille Chablis ou autre. Ça repose sur l'ensemble des pratiques. Comme dit François, le curetage, c'est une technique qui va être à l'extrême, c'est-à-dire quand on a de gros problèmes sur la parcelle. Donc, pour répondre directement à la question, j'ai pas de chiffres. Néanmoins, voilà, si on a une parcelle qui est en dépérissement avec des gros problèmes d'esca, dans tous les cas, vous assainirez la parcelle et vous pourrez sauver quand même une grosse partie des cèpes. Ok. Et alors, je vais vous poser la dernière question qui est arrivée. Il me semble que tu y as déjà plus ou moins répondu, mais François, mais je te la repose. En cas de forme lente ou apoplectique, est-ce que les périodes du curetage sont les mêmes? Alors, elles peuvent être les mêmes, mais en forme apoplectique, l'idéal, c'est de le faire au moment de l'apparition des symptômes. Alors qu'en forme lente, on peut attendre et on peut se permettre de le faire beaucoup, beaucoup plus tard, voire pendant l'hiver. Ok. Et une dernière, avant de basculer sur la diapo suivante, la greffe en écusson peut-elle être utilisée pour ECP? Oui, oui, complètement. Après, ça a un coût supérieur, c'est un coût bien plus important, mais oui, oui. C'est des choses que moi je fais faire souvent sur des vignobles à haute valeur ajoutée. Mais souvent, ça passe souvent par un prestataire. Dès qu'on change, on part sur Ouais. des graves différentes, il faut des prestataires vraiment expérimentés. Ça demande plus de dextérité qu'un regreffage. Et surtout, la greffe en écusson demande beaucoup plus de suivi en saison. Donc, si on ne fait que 3% des pieds d'une parcelle, c'est pas possible. On n'arrivera pas à retrouver les pieds, ça demandera trop de travail. S'il y a 50 ou 80% des pieds de la parcelle qui sont faits, c'est envisageable. Ok, bah merci pour toutes ces réponses précises. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. J'ai quelques petites informations à vous diffuser, notamment le fait que vous pouvez télécharger. Tu peux encore changer de diapo, Francis, s'il te plaît. Voilà. Vous dire que les PNDV Tours avaient été un peu limités là en janvier-février par la crise du Covid, mais ils reviennent à partir du mois de mars pour un véritable Tour de France avec des dates en Côte d'Or et dans le Jura les 2 et 3 mars. Puis après, la entre guillemets, caravane du PNDV Tour s'arrêtera dans le Gard, l'Hérault et l'Aude les 15, 16 et 17 mars. Pour revenir en Bourgogne le 23 mars dans l'Yonne et le 24 en Saône-et-Loire. Et puis le 12 mai en Charente et vraisemblablement au mois d'octobre en Alsace. Donc, vous aurez de nouvelles réunions. Je vous rappelle le principe des PNDV Tours, c'est des réunions entre des chercheurs qui viennent présenter leurs résultats acquis dans le cadre du plan dépérissement et des vignerons. C'est des rendez-vous qui sont organisés par vos chambres d'agriculture au niveau local. Autre information sur la diapo suivante, c'est les carnets du plan. Les carnets du plan, vous pouvez les télécharger directement dans l'onglet GoToWebinar. C'est une nouvelle petite brochure qu'on a éditée en novembre et qui reprend des fiches techniques et avec tous les résultats du plan. Et notamment, vous avez des fiches sur le recépage, le curetage et le regreffage. Et tu peux aller encore sur la diapo suivante. Enfin, ça, c'est les exemples des fiches, mais encore la diapo d'après, s'il te plaît. Et vous dire qu'on vous donne rendez-vous sur des nouveaux webinaires
Il y en aura encore 3 en tout début de printemps. L'un sur comment bien réussir ses plantations, avec Laurent Deguin d'IAV, qui aura lieu sûrement le 1er mars. Un autre sur le GPGV et l'état des lieux qui a été fait en France sur ce nouveau virus. Et enfin, on terminera la saison des webinaires par la flavescence dorée et le bois noir, sûrement le 31 mars. Les 2 dates doivent encore être confirmées. Merci à tous pour votre écoute. Nous étions plus de 70 ce soir directement en ligne. La vidéo sera mise en ligne dès demain sur le site du plan dépérissement. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.